Bonjour et bienvenue dans l'épisode 125 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel nous parlerons d'estime de soi avec ma consoeur coach Laetitia Dalicieux. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mestrucsdeprof.fr. Vous y retrouverez tous mes accompagnements individuels et collectifs dans l'onglet Coaching. Au cours des différentes formations et des coachings que j'ai pu dispenser, j'ai pu constater à quel point il pouvait être difficile parfois, souvent, pour les profs d'identifier leur réussite. J'ai vraiment été interpellée par la difficulté ressentie pour pouvoir dire quelque chose de positif de soi, de sa pratique, tout en ayant une certaine propension à se dévaloriser. Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire cet épisode sur l'estime de soi parce qu'il me semblait vraiment essentiel de commencer à l'évoquer sous l'angle des adultes, du point de vue des profs, avant même d'en parler en ce qui concerne les élèves, parce que comme c'est d'ailleurs le cas pour la question des compétences psychosociales, de la confiance en soi, de la gestion des émotions ou de l'esprit critique, eh bien je reste convaincue que c'est surtout en comprenant les mécanismes pour soi, que c'est surtout en prenant conscience de soi sur ces points que nous pourrons les intégrer à notre pratique. On a souvent tendance à évoquer confiance en soi et estime de soi ensemble et parfois sans vraiment bien les distinguer, sans vraiment bien distinguer ce qu'il y a derrière chacun des termes. J'ai d'ailleurs déjà traité la question de la confiance en soi sur 2 épisodes, donc je vous invite à aller réécouter ou écouter les épisodes 68 et 69. Et donc, l'estime de soi et la confiance en soi sont vraiment 2 notions proches qui vont se nourrir l'une l'autre, mais qui sont malgré tout bien distinctes. Et pour vous parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Laetitia Dalicieux, qui est comme moi, coach professionnel. Bonjour Laetitia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs et aux auditrices ? Oui, donc je suis Laetitia Dalicieux. Donc aujourd'hui, je suis coach professionnel et c'est grâce à une reconversion après 16 années en service ressources humaines et un petit épuisement professionnel que j'ai été conduite vers un rebond en fait. Pour me former au coaching et en fait accompagner au plus près les besoins dans le monde de l'entreprise et les besoins tout court autour de la vie professionnelle à travers le coaching. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on a en commun de faire du coaching. D'ailleurs, on s'est rencontrés sur un coaching collectif de coachs. Tout à fait. Et on s'est dit qu'on ferait bien un épisode ensemble et nous avons choisi le thème de l'estime de soi. Tout à fait. Est-ce que tu voudrais bien nous dire en quoi c'est un sujet qui te parle particulièrement ? Alors, en quoi c'est un sujet ? Pour moi, c'est un sujet quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont je manque, très clairement, et que j'ai appris à nourrir petit pas après petit pas dans tout ce que je peux faire et dans tout ce que je peux être au quotidien, et ben pour la faire grandir, parce que c'est pas un acquis. C'est quelque chose qui fluctue, l'estime de soi, en fonction des jours, en fonction des heures, parfois en fonction des minutes, et des personnes que l'on rencontre, et des choses que l'on fait, et des choses que l'on est. Donc j'ai mis un certain temps à comprendre que c'était quelque chose qui me manquait. Et puis à travers ma formation de coaching, même si j'avais beaucoup lu de thèmes sur le développement personnel en lien avec l'estime de soi, ça m'a vraiment permis de comprendre en fait comment tout ça s'imbriquait et comment on pouvait accompagner à faire grandir et croître cette estime de soi, en tous les cas à la nourrir au quotidien. Donc je l'ai appris d'abord pour moi, et c'est ce que j'accompagne aussi dans le coaching tout simplement. Ouais. C'est vrai que le coaching, c'est un vrai outil pour pouvoir développer, réfléchir déjà, prendre conscience de où on en est en termes d'estime de soi et puis pouvoir la développer. Et puis dans ce que tu disais, ce que je trouve qui est important de se dire, c'est que ça fluctue et que en fait, et le fait de nourrir cette estime de soi, vraiment on peut la nourrir au quotidien et que parfois la faim
Oui. cette estime de soi. Et je me retrouve aussi dans ce que tu dis parce que moi aussi je me suis rendu compte de là où j'en étais en termes d'estime de moi-même et j'ai appris à nourrir cette estime et à constater en fait parfois quand elle est un peu en berne ou... Oui, comment la nourrir, c'est vraiment ça en fait. Je pense que de toute façon, elle a souvent faim. Je sais pas si elle est à satiété, l'estime de soi. Enfin, en tous les cas, le peu de personnes que je connais qui sont à satiété, bah, disons que c'est faire taire l'ego, en gros, un petit peu. Mais j'en connais peu en fait. Je connais beaucoup plus, je rencontre beaucoup plus de personnes qui ont besoin de la nourrir au quotidien que l'inverse, hein. Donc c'est quelque chose qui est en coaching pratiquement un passage inévitable pour les personnes qui justement se remettent en question et sont en questionnement sur leur évolution. Et puis dans cette idée de pouvoir nourrir l'estime de soi, il y a aussi se rendre compte qu'on peut le faire et sortir juste du constat. Alors c'est rare que les gens se disent moi je manque d'estime de moi parce que c'est difficile de mettre d'un mot là-dessus. Souvent les gens vont dire je manque de confiance en moi plutôt, partir un peu plus là-dessus. Mais en tout cas de prendre conscience que nous-mêmes on a la capacité, le pouvoir d'aller la développer et la faire grandir. Oui, c'est ça, parce que souvent on attend de la reconnaissance extérieure, on attend des choses de l'autre pour se sentir valorisé, alors que c'est nécessaire, hein, c'est important d'avoir des retours positifs, de la reconnaissance pour se nourrir. Mais je pense que nourrir l'estime de soi, ça vient et de l'intérieur et de l'extérieur. C'est un fabuleux mélange. Sinon, il y a un déséquilibre et c'est pas OK, quoi. Ouais. C'est ça la nourriture, va falloir qu'elle soit double, en fait, je pense. Enfin, c'est ça. C'est pas, je pense, je constate en tous les cas que pour moi, ça fonctionne comme ça. Et pour la majorité de mes coachés, ça fonctionne comme ça. Ouais. Il n'y a pas de vérité, mais voilà. Je pense qu'avant de continuer, en tout cas, notre propos, c'est important de pouvoir dire finalement, qu'est-ce que c'est que l'estime de soi. Donc, je suis complètement d'accord. J'ai développé des ateliers sur ce thème-là pour les entrepreneurs qui débutent ou qui sont installés. Et ce que j'aime bien leur dire déjà pour justement faire la différence entre confiance et estime de soi, c'est penser à la publicité de L'Oréal parce que je le vaux bien. L'estime de soi, c'est en quoi je me sens valable parce que je le vaux bien. C'est le verbe valoir. Pour moi, l'estime, dans estime, il y a estimation. Donc exactement. Moi, je vois vraiment comme, dans le schéma que je propose, c'est imagine une règle d'école, hein, une règle d'écolier, qui part de 0 et qui va jusqu'à 30, par exemple. Et l'estime de soi, c'est la graduation et la différence, l'écart, en fait, entre ce qu'il y a entre ce que je voudrais être et ce que je suis, en fait. Et c'est cette variabilité de l'écart plus ou moins grand qui va faire, est-ce que je dois beaucoup la nourrir parce qu'elle a été en berne, comme tu disais, depuis X années, et est-ce que non, j'ai juste un petit morceau, c'est pas très éloigné entre ce que je suis et ce que je voudrais être. Et voilà, pour moi, c'est vraiment cette graduation qui permet de ne mesurer où on en est. Pour moi, elle est composée de 4 piliers essentiels. L'affirmation de soi, donc oser dire ce qu'on pense en respectant les autres. Elle est composée de l'amour de soi, se respecter dans ses besoins, qu'est-ce que j'ai besoin, comment je nourris mes besoins. Elle est composée du regard qu'on pose sur soi, de l'image de soi, comment je parle de moi, qu'est-ce que je dis de moi, comment je me vois, comment je me juge, et de la confiance en soi, donc le fameux amalgame avec la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est de quoi je suis capable, qu'est-ce que je sais faire, en fait. Et donc ces 4 piliers sont hyper importants. Et c'est vrai qu'on a tendance à confondre en quoi je suis valable et de quoi je suis capable, en fait. Donc amalgamer la confiance et l'estime de soi. Donc vraiment, il y a ces 4 piliers qui sont importants à nourrir: le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à l'action, pour pouvoir nourrir cette estime, quoi. Je vois bien ce que tu me dis derrière le mot estime, où je pars aussi de ça. Pour moi, estimer quelque chose, si on parlait d'autre chose que nous-mêmes, il y a vraiment ce sens-là d'attribuer une certaine valeur. Quelle valeur je m'attribue, quelle valeur je me donne à moi en tant que personne, dans le ressenti, mais quelle valeur je ressens que j'ai, etc. Alors que la confiance en soi, elle va plutôt avoir un impact sur le passage à l'action, comment je me sens capable de faire face à telle situation, et
est-ce que je me sens capable d'agir de manière satisfaisante et convenable dans une situation un peu critique ou avec un peu d'enjeu, etc. Et ils vont aussi se nourrir l'un l'autre, c'est-à-dire que en allant agir sur la confiance en soi et en passant à l'action, des fois on peut aussi faire grossir un peu la valeur qu'on s'accorde parce qu'on va pouvoir constater nos réussites ou on va voir qu'on a osé. Et donc c'est interconnecté, mais c'est bien important de pouvoir segmenter, de différencier les deux parce que effectivement des fois il y a des personnes qui n'ont pas forcément un manque de confiance en elles parce que finalement elles arrivent à oser, à passer à l'action, etc., à se lancer. Elles se sentent capables d'eux, par contre, elles ne s'attribuent pas forcément toujours les mérites, les réussites, etc. Et donc, ça ne grossit pas cette estimation de leur valeur. Tu as parlé en tout cas de 3 piliers, ou 4 piliers. 4 piliers. Moi, j'en avais 3, mais t'en as un de plus que moi. Donc, l'affirmation de soi. Ouais. La vision de soi, dans tout tu disais l'image de le soi, regard ou l'image de soi, ouais. Donc comment on se voit, comment on se regarde, comment on se juge, comment on parle de soi-même, l'amour de soi. Ça c'est important, c'est comment je réponds à mes besoins, comment je m'offre du soin, comment quand j'ai un besoin je le nourris en fait, de la même manière que ça va faire grandir mon estime. C'est en fait pour être bien avec les autres, il faut d'abord que je nourrisse mes propres besoins pour pouvoir nourrir ceux des autres. Si je nourris toujours que ceux des autres, ça ne marchera pas. Et c'est là que c'est un peu lié avec l'affirmation de soi et la conscience de soi aussi. J'ai conscience de mes besoins, je connais mes besoins et je sais les respecter moi et les faire respecter aussi. C'est ça, et quelque part, des fois, c'est aussi dans l'affirmation de soi qu'on va pouvoir faire respecter nos besoins ou pouvoir dire non, pouvoir dire stop. C'est ça. Exactement, ouais. Tout en étant assertif, bien sûr, c'est ce que souvent je dis à mes coachés. Le but de s'affirmer, c'est pas de se mettre en colère, mais c'est oser dire, j'ai besoin de ça, je réponds à mon besoin en respectant les besoins des autres ou les droits des autres, etc. S'affirmer, c'est ça aussi, c'est se respecter et respecter l'autre, en fait. Et c'est important. Et là, tu vois, ce que tu disais, ça me faisait penser aussi à... Finalement, parfois, un frein pour les personnes, que ce soit dans l'affirmation de soi ou dans l'estime de soi, c'est ce qu'on imagine que c'est. Tu vois, s'imaginer que, là tu parlais de l'affirmation de soi, s'imaginer que s'affirmer, c'est forcément s'imposer sans tenir compte des autres, du coup, des fois, ça empêche de s'autoriser à s'affirmer. Et par rapport à l'estime de soi, s'imaginer que l'estime de soi, c'est un peu de la vanité ou un sentiment de supériorité, etc., du coup, ça va amener parfois à avoir envie d'être humble à l'excès, alors que finalement, on peut tout à fait avoir de l'estime de soi, faire preuve d'humilité, sans forcément être dans de la vanité, sans forcément se penser au-dessus des autres. Et il y a vraiment cet écueil, j'ai envie de dire, parfois qui... D'ailleurs, on le dit dans le langage courant, oui, elle a une haute estime d'elle-même, celle-là, quand on a envie de parler de quelqu'un de vaniteux, alors que on peut nourrir son estime de soi sans craindre de devenir un peu pédant. Ou entacher celle des autres. En fait, je pense qu'il y a aussi une expression qui dit avoir une juste estime de soi. Je pense qu'il faut être tout à fait, comme tu dis, à la fois... savoir de quoi on est valable en étant juste avec nous-mêmes, ne pas se mentir sur du trop ou sur du pas assez, la fausse humilité aussi, faire preuve de fausse humilité. C'est pour ça que j'aime bien utiliser l'image de la règle qui permet de poser à un moment donné, se poser sur factuellement où c'est que je me situe, quoi, tu vois, même si, comme on l'a dit, ça fluctue et c'est sans cesse, ça fait des hauts, des bas, c'est un peu les montagnes russes, l'estime de soi, en fonction de qui on est et de ce qu'on vit. Mais à un moment donné, se poser et dire, voilà, j'en suis là, c'est bien. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce constat, en fait. Et puis quand tu disais que ça fluctue aussi donc dans le temps, mais ça fluctue aussi selon les lieux ou selon les milieux. C'est-à-dire que je peux avoir une estime de moi plutôt bonne dans le cadre familial, je sais pas, dans mes missions de parents, par exemple, et un peu moins dans le monde professionnel, ou voilà, en fonction des milieux, notre estime de nous-mêmes, elle peut aussi fluctuer.
C'est vrai, je suis assez d'accord. Comme j'accompagne le milieu professionnel, je me rends compte que les personnes qui viennent me voir, elles en sont souvent en manque dans ce domaine-là. Et je leur demande parfois, est-ce que c'est dans tous vos domaines de vie, dans vos 5 domaines de vie, que vous êtes en manque d'estime de vous ou qu'elle est à nourrir? Ah ben non, peut-être qu'ils font un sport à haut niveau ou un sport tout court et ils excellent dans ce sport. Et c'est comment je peux m'inspirer de cette posture, en gros, enfin, ou comment je la nourris à travers ce sport, ou à travers cette posture professionnelle, ou à travers cette posture parentale, comme tu l'expliquais. Comment je peux m'inspirer de moi à moi c'est-à-dire, si je suis en capacité de la nourrir dans un domaine, comment je transpose dans un autre domaine? Qu'est-ce qui fait que dans ce domaine-là, j'arrive à la nourrir? Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi dans un autre domaine qui font que elle est en chute libre? Ou est-ce que dans d'autres domaines, il y a des personnes, je sais pas, des mentors ou des personnes qui m'inspirent et il y a une émulation, il y a quelque chose qui fait que, voilà, arriver à comprendre pourquoi dans certains domaines, elle peut être plutôt basse et pourquoi elle est bien nourrie dans d'autres. Donc, des fois, ça permet de faire des constats que on n'est peut-être pas dans un environnement favorable professionnellement ou ailleurs, hein, mais c'est très juste ce que tu dis. Ouais. Et du coup, je pense que ce qui serait intéressant de préciser aussi, c'est finalement cette estime de soi là, dont on parle depuis tout à l'heure. Comment on peut identifier qu'elle est en berne, comme je disais tout à l'heure, ou qu'elle est plutôt bonne? Enfin, selon toi, qu'est-ce qui te montre, toi, quand tu es en coaching, par exemple? Quels sont les petits indices sur lesquels tu t'appuies pour... Alors, ça va être quand on est souvent dans le doute, un peu tout ce qui est attrait aux troubles anxieux, quand on veut être dans le perfectionnisme à fond parce qu'il faut faire bien absolument pour être sûr de ne pas décevoir le regard de l'autre. D'ailleurs, être souvent sujet à l'emprise du regard de l'autre sur soi, le fameux syndrome de l'imposteur où on se sent illégitime dans ce qu'on fait, tout ce qui est de l'ordre de l'auto-sabotage, quand on se met soi-même ses bâtons dans les roues pour pas pouvoir avancer, ou inversement, être absolument dans le contrôle de tout, ne pas laisser la place à l'impermanence ou à l'imprévu. La comparaison aussi, forcément, là, quand je dis entre l'estime de soi, entre ce que je veux être et ce que je voudrais être, c'est une comparaison de soi à soi. Mais quand on commence à se comparer aussi à l'autre, à l'extérieur, à ce qu'on envierait... Et après, ça dépend aussi comment tu t'en sers de la comparaison. Tout à l'heure, tu as utilisé le mot « inspirer ». Quand on s'en sert pour s'inspirer et que ça nous pousse à passer à l'action, à voir comment on peut faire bouger les choses, là, c'est plutôt porteur comme comparaison. Ouais. Alors que quand c'est une comparaison pour se dénigrer, voilà, dans les signes que moi, je pourrais utiliser, par exemple, pour moi-même, quand je veux identifier que je manque un peu d'estime de moi-même, ça peut être aussi la honte quand on ressent un peu de honte, donc dans cette comparaison ou dans une situation de honte ou de culpabilité. Et du coup, quand cette comparaison, elle nous fait mal nous parler de nous-mêmes, ou culpabiliser, ou avoir honte, ou nous sentir inférieurs, là, des fois, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose à les faire évoluer. Ouais, ça touche tout à fait le pilier regard sur soi, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis on va culpabiliser d'être moins bien que Pierre, que Paul ou que Jacques. Ce sentiment de culpabilité aussi, ou ne pas oser. On disait que oser passer à l'action, ça nourrit la confiance en soi. Et par exemple, procrastiner, ne toujours remettre au lendemain ce qu'on a à faire, c'est un signe que on n'est pas dans l'oser faire ou ça peut être un signe, en tout cas, c'est pas forcément ça, mais ça... Non, ça peut être un des signes, cumulé avec d'autres. Voilà, cumulé avec les autres signes, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, quoi. Et puis, il y a vraiment aussi ce rapport à l'échec, que ce soit par rapport à d'autres ou par rapport à soi, hein, mais ce rapport à l'échec qui va être souvent... qu'on va lier à notre personne. On va pas décorer l'échec de notre jugement de nous-mêmes. Quand on échoue, on va se sentir nul, pas à sa place, etc. Alors que une personne qui pourrait avoir une meilleure estime d'elle-même pourrait juste considérer l'échec pour ce qu'il est et s'en servir comme tremplin pour rebondir, etc. Mais cette sensation, où si j'échoue, c'est que je suis nulle, c'est que je mérite pas d'être là, c'est que je me culpabilise d'avoir échoué. Ouais, de pas arriver à se dissocier entre ce que je fais et ce que je suis, en fait. Donc bien arriver à faire la distinction entre ce que je fais et ce que je suis.
c'est différent. Exactement. Du coup, il y a ce rapport à l'échec, il y a le rapport aussi, tu parlais du regard de l'autre, mais du coup, ça peut être aussi dans la critique, qui peut, même quand elle est constructive, est difficile à vivre. Quand on ne distingue pas cet échec de notre personne, ça veut dire que quand on nous fait un feedback qui peut être constructif, mais on le prend comme une critique et comme une critique de notre personne et pas de l'événement. C'est vrai. C'est vrai que même la difficulté à recevoir le compliment, ne pas accepter le compliment qui va venir de l'extérieur, toujours l'amenuire ou répondre par un compliment. Moi, je sais que j'ai fait cet exercice-là et que ça reste quelque chose que je me vois faire quand je le fais et j'y fais attention, mais de m'efforcer finalement de ne pas répondre à un compliment par un compliment. Parfois, en plus, ça peut être... je sais pas, t'as un joli t-shirt. Ah ben oui, toi aussi, ton t-shirt, il est plutôt pas mal. Mais de se voir faire et de se dire, peut-être que du coup, j'ai un problème, une difficulté à recevoir juste le compliment et à juste dire merci. Et moi je sais que je peux avoir cette tendance-là, soit à refaire un compliment derrière, soit tu parlais de diminuer, et si je reprends l'exemple du t-shirt, à dire derrière il a pas coûté cher, ou je l'ai depuis super longtemps, c'est un vieux truc. Alors que potentiellement on peut juste se contenter de dire merci. C'est vachement à la mode ce terme-là et je l'utilise pas beaucoup, mais la gratitude en fait c'est ça, juste être merci en fait, merci de ce que tu m'offres comme cadeau et ça vient me nourrir mon estime et avoir cette gratitude de soi à soi aussi, voilà, j'ai passé une journée à travailler dur sur un projet, me remercier d'avoir été concentré, d'avoir été au bout du job, voilà, etc. Être fier c'est nourrir la fierté aussi, l'estime de soi. Quelque part, et je fais vraiment une différence, moi, tu vois, entre cet exercice de gratitude ou de ressentir de la reconnaissance pour ce qu'on a vécu, parce que des fois ça peut venir de l'extérieur, tu vois, on peut ressentir de la gratitude parce que un tel est venu me donner de l'aide, et du coup là ça dépend pas de moi, mais je peux juste être dans la reconnaissance de cette chose-là, alors que d'aller noter nos fiertés, nos réussites, nos succès, c'est encore autre chose, parce que du coup là c'est aussi s'obliger à aller voir qu'on n'y est pas pour rien, et s'obliger pas toujours l'attribuer à l'extérieur. Voilà, exactement. Et tu vois, il y a pas longtemps dans un coaching par exemple, j'étais avec une collègue qui n'arrivait pas du tout à voir ce qu'elle avait réussi à faire et à mettre en place dans sa classe depuis la rentrée. Et elle arrivait par contre à voir les réussites de ses élèves, elle arrivait à voir les choses qui se passaient bien, mais pas à s'en attribuer aussi au moins une partie du mérite, pas forcément tout le mérite, mais elle n'arrivait pas du tout à voir ce qu'elle-même avait réussi. Et il y a vraiment une bascule, tu vois, au moment où elle a réussi à transformer le truc. C'est pas là juste que mon élève qui a réussi, c'est s'il a réussi, c'est que moi, avant ça, j'ai réussi à mettre en place ça ou à éviter ça, etc. Et au-delà même de la gratitude, en tout cas, de pouvoir aller identifier les choses dont on peut être fier. En plus, je sais qu'il y a des gens pour qui ce mot, c'est compliqué, le mot fier, et qui n'aiment pas du tout ce mot. Mais pouvoir être fier de soi, pouvoir se dire qu'on a réussi, et pouvoir voir les succès pour ensuite les célébrer, quoi. C'est pas toujours simple. Je pense que le regard du coach, du coup, ce regard extérieur sur tout ce qui nous est déposé, tout ce qui nous est amené en séance, ça permet de faire le focus sur ce qui est bien de la personne, que ce soit sur comment elle répond à ses besoins, sur comment elle se parle, sur comment elle se met en action, sur tout ce qu'elle fait et ce qui donne le résultat qu'elle offre, quoi, au monde, ce qu'elle a à offrir, par exemple à ses élèves, comme tu le dis. Elle n'est pas digne de la réussite complète, mais elle fait partie de cette réussite, quoi. Elle est partie intégrante de la réussite de l'élève, quoi. Sans elle, il y a pas, ce serait différent, quoi. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est ça qui est important, de pouvoir s'inclure dans les choses qui réussissent, sans les diminuer, sans les augmenter. Ça veut pas dire qu'on s'attribue toute la part d'eux, mais juste de réussir à voir. Et c'est aussi, tout à l'heure tu disais qu'on allait souvent chercher de la reconnaissance auprès des autres et que des fois c'est bien de pouvoir apprendre à s'en apporter soi, mais du coup c'est aussi important de pouvoir voir
ces choses-là soi-même et de pouvoir les éprouver, les ressentir et les voir. Et en plus, plus on les voit, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un exercice, on s'entraîne et on s'oblige à le faire, mais plus on le fait, plus ça devient un automatisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire attention après, mais plus ça devient facile, en tout cas, de le faire et de se nourrir. C'est vraiment un exercice. Alors, j'aime pas ce mot parce que ça connote l'effort, mais c'est un petit jeu que je mets en place avec mes coachings où je connecte les personnes à leur réussite jusqu'à ce qu'ils arrivent à traduire toute leur réussite à travers ce qu'ils ont mis en œuvre à ce moment-là, dans tel contexte. Ils choisissent des réussites bien particulières qui leur évoquent vraiment ce sentiment de fierté. Et ils se connectent à ce moment-là, ils décrivent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont mis en œuvre et les qualités qu'ils avaient. Et en fait, ça renvoie aussi à cette notion de « Ah oui, j'ai su faire à un moment donné ». C'est quelque chose c'est une ressource en moi, c'est quelque chose que je peux aller puiser pour d'autres moments, pour d'autres domaines de vie. Enfin, comme on disait tout à l'heure, peut-être que ça a été dans le sport qu'il s'est trouvé fier, et parce qu'il avait une qualité de ténacité ou qu'il était dans vraiment quelque chose d'engagé. Et ça veut dire que je sais être tenace et je sais être engagée. Comment je peux le postposer dans un autre domaine? Voilà, ça connecte vraiment la personne à qui elle est, quoi. Ouais, et tu vois, là, tu parles de liens, et c'est hyper important d'aller identifier ça, parce que à la fois, ça permet de les voir, et là, ce que tu apportes de plus, c'est que ça permet de transférer certaines compétences d'un domaine à l'autre, et parfois de se sentir compétent. Là, le sentiment de compétence, c'est aussi une composante de cette, à la fois de la confiance en soi, et aussi de l'estime de soi. C'est-à-dire que si je me sens compétente, je m'attribue plus de valeur, donc je gagne en estime de moi-même, et si je me sens compétente, je me sens capable d'eux, et donc je gagne en confiance en moi, et donc en capacité à passer à l'action. Et donc, partout où on va pouvoir aller trouver du feedback ou de l'auto-feedback sur j'ai ces compétences-là, en fait je sais faire, et on va regagner en estime de nous et en confiance en nous, et on va pouvoir aller transposer, oui, si je sais faire ça avec mes enfants, je peux le faire au travail, si je sais faire ça au travail, je peux le faire au sport, et de pouvoir faire du lien avec toutes ces compétences un peu transversales et qui sont pas toujours sur la fiche de poste ou dans les compétences ou dans le référentiel de compétences, etc. Ce qui sont des petits talents ou des petites compétences qu'on a développées par ailleurs et qui peuvent toujours en plus se développer. C'est vraiment ça que je vais chercher à travers ce petit jeu de questionnement, et c'est hyper riche en fait. Les personnes, elles en ressortent vraiment grandies. Ça redonne du sens dans qui on est et dans ce qu'on fait en fait. Et voilà, savoir qu'on peut réactiver des choses qu'on a peut-être oubliées. C'est aussi, des fois, on oublie qu'on a su activer des compétences ou des savoir-être ou des savoir-faire ou juste des talents. Hein. Comme tu disais, parfois, le talent, c'est tellement quelque chose d'inné et qu'on ne se rend même pas compte qu'on sait faire et qu'on se dit, tout le monde sait faire ça. Mais non, en fait, tout le monde ne sait pas le faire comme tu le fais, en fait. Et ça, c'est chouette de pouvoir faire émerger ça. Tout le potentiel de la personne et toutes ses ressources et tellement de choses encore. Et puis ça va agir aussi sur un autre pendant de l'estime de soi, en tout cas quand on en gagne, c'est notre capacité aussi à parler de nous-mêmes dans certaines situations. À nous valoriser ou en tout cas à ne pas nous diminuer, que ce soit dans un entretien professionnel, pour donner confiance à des personnes. Je pense aux enseignants par exemple, des fois il faut savoir aussi parler de ses compétences quand on s'adresse aux familles pour pouvoir les rassurer. Ça peut être entretien d'embauche, toutes les situations où on aurait entre guillemets besoin de se vendre et c'est compliqué pour quelqu'un qui manque d'estime de soi, c'est compliqué de parler de ses qualités, de dire ce qu'on est capable de faire, etc. Et du coup, mettre le doigt sur ces compétences-là, mettre le doigt sur ce qu'on sait faire, pouvoir les nommer, pouvoir en parler. Les identifier, les conscientiser déjà. Exactement. C'est déjà énorme. Après, je pense qu'on a tous, en gros, une palette qu'on connaît à peu près, mais on en grattait davantage, on en découvre. Moi, là, récemment, j'ai accompagné un homme qui se posait la question de la reconversion et on a fait émerger tellement de choses, il ne les voyait plus du tout, quoi, par lassitude, par habitude, par le quotidien qui vient tout
étouffé en fait parfois. Et là, j'étais trop contente. Il m'a envoyé un message comme quoi, il avait réussi son entretien d'embauche. Il avait relevé un challenge de fou et il obtenait le poste, quoi. Il allait pouvoir changer après X années dans le même poste et de nouveau se challenger parce qu'on avait mis des mots sur qui il était, en fait, et sur ce qu'il valait et de quoi il était capable. Et les derniers entretiens qu'il avait passés, ça s'était justement moins bien passé parce qu'il avait peut-être pas cette confiance et cette connaissance de lui assez profonde pour pouvoir se vendre, comme tu dis, même si j'aime pas trop cette expression, mais c'est ça, on se vend en fait. C'est qu'est-ce que j'ai à vous apporter et qu'est-ce que vous avez à m'apporter en retour. Mais voilà, ça, je trouve ça tellement fort et puissant. De pouvoir renvoyer ça à l'autre et lui faire découvrir, quoi. Et tu vois, dans tout ce qui est reconversion des enseignants aussi, parfois pour se reconvertir et puis parfois pas, mais pour juste gagner en confiance, mais il y a cette idée aussi d'aller identifier, tu vois, les enseignants, ils ont parfois l'impression qu'ils savent juste enseigner sans aller gratter toutes les sous-compétences que ça induit, que ça induit. Tout ce qu'il y a derrière et toutes les capacités, tous les talents, tous les savoir-faire qu'ils ont et qu'est-ce qu'il y a derrière enseigner. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est ce que je mets dans la conclusion de mon livre, c'est que en fait, c'est pas je ne sais faire que ça, c'est je sais faire tout ça. Et quand tu arrives à identifier toutes ces compétences-là, là aussi tu regagnes un degré. Un degré. Un centimètre sur la règle. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est hyper important. C'est apprendre à mieux se connaître pour savoir ce qu'on vaut et ce qu'on veut, en fait. Ouais, et en plus, derrière ça, il y a aussi l'idée de... le côté vertueux de la chose, c'est-à-dire que plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu sauras ce que tu vaux, plus par contagion, tu pourras aussi... rendre explicite et clair pour les autres, pour les gens qui t'entourent, pour les gens qui travaillent avec toi, rendre clair ça, que ce soit ta valeur, tes capacités, tes besoins. On parlait de l'amour de soi tout à l'heure et c'était une composante, on a besoin de connaître ses besoins, de les identifier pour pouvoir les respecter et les faire respecter. C'est aussi par cette connaissance de soi qu'on va pouvoir aller jusque-là. Et je te rejoins complètement. Je trouve que le coaching notamment, mais en tout cas, c'est vraiment une vraie porte d'entrée pour tout, cette connaissance de soi. Se connaître et après avoir conscience de soi, pouvoir avoir conscience de ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on veut dans l'instant présent pour pouvoir ensuite ajuster au réel, quoi. Et ça aussi, je remarque que les personnes qui, donc, du coup, à travers le coaching ou d'autres accompagnements, il n'y a pas que coaching qui nourrit l'estime de soi, mais en l'occurrence, je parle de ce que je connais, et ça percole sur les autres membres de leur famille ou sur les équipes. Quand tu fais du coaching individuel au sein d'une entreprise, ça va avoir des répercussions sur les autres. Ils vont se rendre compte de ce que ça a offert comme ouverture de potentialité à l'autre et se dire waouh, c'est vraiment chouette. Et du coup, ça donne envie de se dire mais moi aussi, j'ai envie de briller dans la juste étiquette de briller, de se révéler en fait, c'est-à-dire de polir comme un diamant. En fait, c'est comme si les personnes elles étaient un diamant brut et qu'en fait en les questionnant, en les connectant à leur réussite, à leur potentiel, à leurs besoins, à leurs émotions, tu polis toutes les facettes de ce diamant et il brille après. Mais en fait, il y avait pas grand-chose à faire en fait. C'était déjà là, la matière, elle était déjà là. Et la personne, elle le fait elle-même, c'est ça qui est magique. C'est ça. Presque, en plus, c'est que t'as pas besoin de faire grand chose, enfin entre guillemets. Elle fait briller elle-même et elle entretient cette brillance après. C'est ça le but, c'est de continuer d'être autonome. C'est ça. Et de toute façon, c'est dans la déontologie aussi du coaching, mais voilà, de rendre aussi les gens autonomes et non dépendants du coach, mais de donner aussi les outils pour pouvoir continuer d'entretenir, là, puisqu'on est sur le sujet de l'estime de soi, d'entretenir cette estime et de pouvoir continuer de voir les choses, quoi. D'être responsable de la nourrir au quotidien, en fait. Et tiens, du coup, puisqu'on parle de nourrir au quotidien, si on devait... On a déjà un peu donné des pistes, mais si on devait faire un peu une mini-liste de pratiques ou de donner des pistes, en tout cas, à explorer pour pouvoir nourrir notre estime de soi. Tout à l'heure, je parlais de cette fameuse
façon d'envisager, de nourrir l'estime de soi à travers la connexion aux réussites, tout simplement vous poser avec une feuille et vous dire, voilà, qu'est-ce que j'estime avoir réussi dans ma vie, dans mes domaines de vie, quels ont été les moments où j'ai été nourrie par une certaine fierté, un regard chouette sur moi. Donc que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie de famille, dans l'intime, dans la vie sociale, dans toutes les activités que vous faites. Voilà, vous listez 4-5 réussites comme ça. En face de ces réussites, vous pouvez accoler quelle qualité j'ai dû mettre en œuvre à ce moment-là, sur quoi je me suis reposée, c'était quoi que j'avais besoin, qu'est-ce que j'ai utilisé à ce moment-là pour en arriver à cette fierté, à cette réussite, à me sentir chouette. Et donc après, il va y avoir des constantes qui vont arriver en fait à travers cet exercice. Je sais pas, j'ai été courageux, je me suis mis en action, j'ai osé m'affirmer, j'en sais rien, je suis allée au bout d'un rêve. Je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme autre qualité, mais enfin bon, toutes ces qualités qui vont ressortir à travers vos réussites, et puis arriver à écrire. Moi, j'aime bien faire terminer en écrivant une devise. C'est-à-dire que du coup, la personne, elle repart avec une sorte de petit mantra. Ça pourrait être, je sais pas, moi, Émilie, je suis quelqu'un qui va au bout des choses et qui ne lâche jamais ses projets et qui s'investit à fond. C'est n'importe quoi, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais ça pourrait être ça. Je suis quelqu'un qui est entière. Je fais tout, toujours de A à Z, tu vois. Et de te connecter à ce petit mantra et de te reconnecter quand tu es en doute, quand il y a quelqu'un ou toi-même, des fois on est assez grand pour appuyer sur le bouton doute tout seul, viens activer le bouton doute, et là tu te dis, ah oui, mon petit mantra, et je l'ai dans la tête, c'est une phrase courte avec une dizaine de mots et qui synthétise en fait toutes ces réussites. Ça, c'est un exercice que j'aime bien proposer en coaching et qui est assez simple mais assez puissant. Guider, c'est beaucoup plus facile que le faire soi, mais déjà, c'est une première étape de le faire soi. Ouais, parce que ça permet d'avoir ce petit antidote, aux pensées automatiques négatives qu'on pourrait avoir. Et du coup, je rebondis sur ça pour juste ajouter une variable. C'est-à-dire que là, tu parlais de le faire sur toute... sur une longue durée, on va dire, sur sa carrière ou sa vie, etc. Et que c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire aussi sur une courte période. Et là, je pense aux enseignants et aux enseignantes qui écoutent potentiellement cet épisode. C'est de prendre le temps, à chaque petite vacances scolaires, de pouvoir aussi... le faire sur la période, se dire voilà, sur cette période-là, quelles ont été mes réussites, quelles ont été les compétences et les qualités que j'ai mis en œuvre, quelles ressources j'ai eues à ma disposition. Enfin voilà, faire bouger l'exercice dans la temporalité. Oui, en lien avec son activité professionnelle et dans la temporalité du trimestre, quoi. Ouais. Ou même sur une journée, on peut le faire sur certainement plein de choses. Voilà, après aussi pour se nourrir, c'est un peu le même principe de la did list, comme on en a eu parlé déjà, de se dire ok, souvent on est là avec sa to-do list, voilà, qu'est-ce qui me reste à faire, c'est quoi que j'ai à faire pour demain, ça fout déjà la charge mentale en warning, alors que si on se pose et qu'on se dit qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je sais faire de bien, qu'est-ce qui m'a amené déjà à arriver jusque-là, ça c'est en se disant mais la méthode du PPP que j'appelle le plus petit pas possible, c'est important de se dire mais c'est pas forcément la tâche énorme, gigantesque, mais c'est chaque action, aussi petite ou aussi dure ou aussi facile soit-elle en fonction des compétences de chacun, compte pour arriver au résultat final, quoi. Donc, comment je mesure mes petits pas du quotidien, quoi. Je vais illustrer avec du vécu de classe, c'est-à-dire que parfois on se met tellement la pression, on a prévu plein de choses, il fallait que je finisse ma séance de maths et puis en plus que je commence ça et puis que nanana, puis à la fin de la journée en fait on voit que ce qu'on n'a pas fait. Et donc là, c'est exactement la même chose. Plutôt que de se dire, voilà, j'ai pas fini la séance de maths, oui, mais en fait, en même temps,
j'ai géré un conflit, j'ai réussi à prendre le temps de bien expliquer à Sarah la partie qu'elle n'avait pas bien comprise, et du coup de rebasculer. C'est un peu le coup du verre à moitié plein, à moitié vide, mais de vraiment se dire, bon ok, j'ai pas fait ça, très bien, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai quand même réussi à faire ? Parce que je n'ai pas rien fait depuis ce matin, en fait. Ouais, c'est du coup prendre conscience de des moments forts d'une journée qui n'étaient pas forcément prévus comme tels, mais qu'on a dû s'adapter. En fait, souvent c'est dans les moments d'adaptation où finalement on se rend compte que ok, comme tu dis, on n'a pas fini la leçon de maths, mais qu'est-ce que j'ai dû gérer de plus chouette et peut-être de plus humanisé qu'une addition dans le rapport à mes élèves, dans le rapport entre eux, etc. Ouais. C'est vrai. Après, on parlait tout à l'heure des pensées automatiques. Il y a aussi, alors c'est pas toujours facile, mais en tout cas, de se voir se parler, s'entendre se parler, d'essayer d'identifier qui nous parle. Est-ce que je me parle ? Voilà, c'est qui la petite voix là ? Est-ce que c'est ma best friend qui est en train de me parler ? Et se rendre compte de ce qu'on se dit au quotidien, tout ce qu'on se dit quand les événements arrivent. Est-ce qu'on est plutôt dans oh là là, t'as pas encore fait les reproches, le côté négatif, mais t'es nulle ma pauvre fille, et voilà, ou est-ce qu'on est plutôt, et si c'est pas le cas en tout cas, d'essayer de basculer plutôt sur une petite voix qui nous serait favorable, qui serait sympa avec nous, ce qu'on dirait à notre super pote, qu'on se le dise aussi à nous-mêmes. Ouais, cette petite voix jugeante, je la connais. Elle est souvent sur mon épaule. Et c'est là, il y a des fois où je me dis, c'est pas grave, t'es là, ok, je t'entends, qu'est-ce que t'es en train de me dire ? Ok, je remets en question, ou je ne remets pas en question parce que c'est pas juste ce que t'es en train de me dire. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette ce que j'ai fait, et d'autres fois, t'acceptes pour avancer aussi et t'améliorer. Mais voilà, savoir l'apprendre quand il faut, au bon moment, et savoir lui dire chut quand on n'a pas envie ou quand on n'a pas besoin de l'entendre, quoi. Mais il y a quelque chose qui est assez que j'utilise aussi pour communiquer avec mes coachés, c'est que quand on en doute sur ses compétences, il y a ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Ouais. Tu connais ? Ouais. Qui dit que le manque de connaissances engendre plus souvent la confiance que la connaissance, en fait. Donc, se dire aussi que, à l'inverse, souvent, je leur dis, si vous êtes dans un syndrome de l'imposteur ou que vous vous sentez pas légitime sur tel ou tel sujet, dites-vous que si vous ressentez ça, c'est que vous l'êtes tout à fait, en fait. C'est si vous vous posiez pas de questions qu'il faudrait s'inquiéter, en fait. Donc, ça, c'est assez chouette de prendre les choses à l'inverse, en fait. Je veux dire que... C'est de voir ce qu'il y a derrière la remise en question, de se dire, déjà, si je me remets en question, si je doute, etc., c'est que... j'ai la capacité à analyser les choses, et que c'est un souci, en tout cas. J'ai le souci c'est déjà... Ça me fait penser, moi, à l'allégorie de la caverne de Platon, où quand il dit, plus tu sais, plus tu sors de ta caverne, plus tu as l'impression de ne pas savoir. Oui. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à vouloir toujours en savoir plus, se former davantage pour exceller, pour être un expert, etc. Et à force, ça peut aussi... en fait, plus tu apprends de nouvelles connaissances, moins tu es dans l'expertise, parce que tu apprends toujours de nouvelles choses. Donc, tu peux jamais te sentir expert si tu es tout le temps en apprentissage. Donc, à un moment donné, il faut savoir se dire, tout ce que je sais là, qu'est-ce que j'en fais, comment j'ai envie de le partager, comment j'ai envie de le transmettre. Et c'est chouette de vouloir toujours apprendre, mais ça donne ce sentiment de jamais être dans la complétude, en fait. Parce que tu te remets toujours dans un cycle où je sais pas, j'apprends, je sais que je sais, maintenant je ne sais plus que je sais, mais etc. etc. Donc c'est important de savoir valoriser ce qu'on sait et s'en servir aussi, et pas toujours être dans plus, quoi. Et il y a du coup peut-être que l'un des antidotes, c'est aussi de s'obliger à passer à l'action et à oser. C'est-à-dire que si on attend de tout savoir à 100% pour faire, on arrive à un moment donné où on fait pas, parce qu'on sait jamais assez. Le savoir, il y a toujours plus à savoir. Alors que si
si on se challenge, qu'on se donne des petits challenges, des petites choses, je parlais du premier petit pas possible tout à l'heure, mais si au quotidien, je me donne des petits challenges, dire allez, j'ose, ça me coûte rien, j'ose, je vais gagner petit à petit, à la fois dans ma capacité d'action, mais aussi dans mon sentiment de valeur, de me dire, bon, en fait, je vaux ça, j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à faire ça, et chaque jour, on va réussir à grandir, comme tu dis, et à passer un peu plus à l'action. Et donc, ces petits challenges quotidiens qui peuvent, au départ, en fait, être complètement insignifiants, mais petit à petit, en fait, plus on en fait, plus c'est grisant aussi de réussir à les surmonter et plus on se sent capable et plus on se dit que finalement c'était pas si compliqué à surmonter quoi, et j'avais les ressources et je savais et c'était suffisant de savoir. Ouais, ça nourrit l'autosatisfaction aussi, hein, parce que c'est important pour justement nourrir ce pilier amoureux de soi. Ouais, il y a le côté émotionnel aussi qu'on n'a peut-être pas trop abordé, mais c'est souvent lié à l'estime de soi, tout nos systèmes d'émotions, avec les croyances qu'il y a derrière, tous les pensées, les comportements qu'on peut avoir liés à nos émotions. Et c'est important aussi de le lier, de se dire que une émotion, quand on va peut-être se dénigrer, c'est qu'elle est là pour nous faire passer à l'action à chaque fois, que ce soit une émotion où on est dans la frustration de pas être peut-être arrivé à nos fins sur un projet ou un sujet, et se dire ok, bon, j'ai cette frustration, c'est quoi son message? Bon, t'as pas réussi à aller jusqu'au bout de ton processus, comment t'aurais pu faire différemment? C'est quoi? Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'elle vient de donner comme message. Bon, la prochaine fois, tu feras peut-être différemment, et auquel cas, tu auras un résultat différent, et ce résultat, peut-être qu'il conviendra mieux que celui auquel tu étais arrivé en premier. Voilà. Donc, vraiment, tout ce qu'on a comme le côté émotionnel, où justement, hein, quand on se connecte à nos réussites, c'est se connecter à cette fierté ou à la jouissance d'être arrivé à nos fins dans un projet ou dans une mission professionnelle ou autre, et se dire, là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a nourri chez moi, dans les deux sens en fait. Et en fait, ça pousse à l'action. C'est-à-dire que quand on est connecté à nos réussites, ça va nous donner davantage l'envie d'aller en faire davantage. Et voilà. Et quand on est dans un système où on est plutôt dans une émotion qui est moins nourrissante, c'est se dire comment je pourrais faire différemment et qu'est-ce qu'elle vient me donner comme message, cette émotion, pour me faire passer à l'action, quoi. Et c'est ce que tu dis, hein, oser. De toute façon, il n'y a pas... Enfin, c'est un mot que j'utilise pratiquement au quotidien. Hein, moi aussi, c'est un de mes petits mantras, d'oser. Et puis derrière ça, pour compléter ce que tu viens de dire, il y a cette idée de si l'émotion n'est pas nourrissante, de réussir à décorréler du jugement de soi et ensuite de passer à l'apprentissage. Et ça, je pense que ça parlera aux enseignants, c'est-à-dire que se servir de nos erreurs, c'est ce qu'on prône pour nos élèves, l'erreur qui est essentielle dans l'apprentissage, se servir de nos erreurs, de nos échecs, de nos petits moments comme ça où on n'est pas hyper satisfait, de pas rester sur le constat, mais de pouvoir se dire ok, voilà, j'accueille l'émotion, je suis hyper frustrée, déçue, en colère, enfin tout ce qu'on veut. Mais ensuite, comme tu disais, qu'est-ce que j'en fais? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apprend et qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Et là, comme tu l'as dit, on passe dans l'action. Donc, et on reste pas dans ce bain d'insatisfaction, en fait. Bah oui, parce que c'est justement ce bain-là qui n'est pas nourrissant, en fait. L'action, c'est la confiance, hein, mais je pense que c'est un des premiers piliers. C'est le pilier qui est peut-être le plus simple à nourrir, d'oser passer à l'action, que d'arriver à se dire oui, je suis chouette. Du coup, c'est important de se dire que déjà, si tu commences par le pilier confiance et oser faire des petits pas, ça va te permettre de nourrir d'autres piliers et peut-être de parler de toi plus positivement, ou en tous les cas, dans un premier temps, de dire oh là, qui me trouve chouette, lui, ouais, d'accord, moi je trouve pas. Bon, de garder ça au début, peut-être de le verbaliser, après de le garder dans ta tête, et puis après que ça parte complètement, quoi. Enfin, ah ouais, en fait, je suis chouette. Enfin, tu vois, c'est Christophe André, l'autre fois, j'avais trouvé son interview super là-dessus, où lui-même, Christophe André, quoi, qui a longtemps douté de lui et qui disait, en fait, à force que les gens me disent, on va dire qu'il était chouette, je sais plus exactement ce que c'était ses qualités, il en a plein, et de refuser d'accepter qu'on lui dise qu'il était chouette, au bout d'un moment, il a dit, arrête,
faut être un peu intelligent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si les gens voient ça de moi et me le disent et me le répètent dans différents domaines de vie, c'est peut-être qu'il faut que je leur fasse confiance, parce que quelque part, en refusant ça, c'est que je pense qu'ils sont menteurs, en fait. Ils mentent, ils disent pas des vérités sur moi. Et si j'ai X vérités qui sont dites sur moi, peut-être que c'est moi qui n'ai pas la vérité. Et c'est peut-être moi qui me mens à moi-même, tu vois. Et j'ai trouvé cette démarche, alors il expliquait vachement mieux que moi, avec ses mots. C'était hyper bien expliqué, et en plus ça me parle carrément. Et du coup, quand moi-même je suis en doute, tu vois, ça me fait des frissons, quand moi-même je suis en doute, je me dis, putain, mais pense à Christophe André qui lui aussi doutait de lui et s'est dit, bon, ok, moi, il faut que j'arrive à me nourrir moi, mais en fait, on est en train de m'en donner de la nourriture. Est-ce que je peux pas me nourrir de cette nourriture qu'on m'offre à l'extérieur pour me nourrir moi et me dire que finalement, ils ont peut-être raison, quoi. C'est peut-être eux qui ont cette vérité sur moi. Ils n'ont pas le même regard sur moi que moi, j'ai ce regard sur moi, quoi. Et c'est hyper important là, d'être dans cette démarche, tu vois, on parlait de ce qu'on peut faire aussi pour pouvoir aller se nourrir et trouver de l'estime de soi, c'est d'être dans cette démarche-là, d'accepter et d'aller chercher tous les retours. C'est-à-dire que des fois, ces retours-là, ils viennent tout seuls. Et je reviens, parce que je pense que ça va beaucoup parler aux enseignants, sur ce que tu as dit au début, sur le fait qu'on attend une certaine reconnaissance de certaines personnes, et souvent, ça vient pas, en tout cas pas de là où on voudrait. Et en fait, d'être dans cette démarche de se dire, mais faut que je commence déjà par voir tous les feedbacks que les gens, la vie m'envoie. En fait, quand quelqu'un me dit, comme tu dis, quand quelqu'un me fait un compliment, c'est un feedback. Quand mes collègues, mes élèves, les parents d'élèves, quand les gens me parlent de mes qualités, il faut que je le prenne en me disant, ok, ça, hop, je le mets dans ma poche d'estime, je le prends, oui, je le prends et j'essaye pas de transformer ce que la personne, elle m'a dit, parce qu'en fait, comme tu dis, les gens ne sont pas des menteurs, rien ne les oblige à dire ce genre de choses, donc d'accepter de prendre ça, et ensuite, se dire aussi qu'on a la capacité des fois à aller chercher du feedback quand on n'en a pas. À demander, c'est répondre à ces besoins, j'en ai besoin. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'un feedback positif ou constructif, peu importe. Et je vais aller le demander. Peut-être que la personne de qui j'en attends n'a pas le temps ou ne prend pas le temps ou pas l'idée, ou elle en pense pas moins, mais elle le dit pas, d'aller suggérer qui puisse nourrir ce besoin juste en posant des questions. Et qu'est-ce que tu en penses, et comment tu vois ce que j'ai mené comme projet, et comment tu vois ma vie de classe, et j'en sais, en tant que je suis pas professeur, je sais pas, tu pourrais mieux illustrer ça, mais voilà, aller le chercher, le chercher, ouais. Mais tu vois, moi ça me fait penser à ce qu'on fait au début, quand on pose le contrat en coaching, tu vois, et juste le moment où on va aller chercher les indicateurs de réussite. Tu vois, et juste ce moment, c'est exactement ce que tu disais par rapport à la règle tout à l'heure. Okay, en fait, où est-ce que je veux aller? Parce que des fois, on ne sait pas, en fait. On n'a pas les talons. On ne sait pas ce qui nous fera considérer que... Et parfois, de se décentrer, se dire, ok, je sais pas, prenons enseignant. Pour toi, comment tu peux voir que telle personne est un bon enseignant? Il fait ça, il est capable de faire ça, il est capable de faire ça, il est capable... Et une fois que tu te fixes pour toi les critères de réussite, du coup, tu peux aller maintenant situe-toi. En fait, ouais. En fait, si, c'est vrai, ça, je le fais. Ouais, ça, je le fais aussi. Du coup... Et on a besoin des fois de prendre ce temps d'aller aussi fixer les attendus, les compétences pour nous, ce qui fait que pour quelqu'un d'autre, on aurait de l'estime. Ok, maintenant, après, on se les applique à soi. Où est-ce que t'en es? Il y a l'exercice du mentor qui est pas mal pour ça, parce que je l'utilise souvent, où je demande aux personnes, mais qui c'est qui vous inspire? C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, quand on se compare, si on se compare, autant se comparer à quelqu'un qui nous inspire. Et dans l'autre dynamique du mentor, c'est cette personne, elle t'inspire. Qu'est-ce qu'elle renvoie? Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Qu'est-ce que tu trouves comme valeur qu'elle transpose dans ses paroles, dans sa façon d'être, que tu trouves belle, en fait. En général, c'est ce qu'on cherche à être soi. C'est ce qui nous nourrirait. Comment est-ce qu'il y a un écart, ou est-ce que toi tu es déjà bienveillant, ou est-ce que tu as déjà cette valeur justice, ou est-ce que tu as déjà cette valeur liberté, que cette personne t'inspire?
Ben oui, je l'ai déjà. Et ben, comment tu pourrais la nourrir davantage au quotidien? Et voilà. Et en fait, ces personnes qui nous inspirent, en fait, c'est des parts de nous qui sont déjà existantes. Il faut juste les réactiver. Et en se connectant vraiment, ça peut être un chanteur, ça peut être quelqu'un de notre famille qu'on a toujours idolâtré, enfin, un ancien professeur. Enfin, voilà. Il y a plein de manières d'arriver à trouver ce qui ferait qu'on trouverait que ce serait chouette chez nous, mais qu'on l'a déjà, en fait. Il faut juste l'activer et en prendre conscience, en fait. Le rôle du miroir en coaching, il est tellement fort et puissant que ça, c'est bien. C'est pouvoir s'en servir. Et on en revient, et c'est peut-être une manière de boucler, mais on en revient du coup à cette connaissance de soi qui va être le point de départ pour ensuite pouvoir les besoins, le passage à l'action, l'amour de soi, la valeur, cette idée que tout ça est interconnecté en fait. Ça me fait penser à une phrase que j'ai inventée et qui est la première sur mon site internet. Pour moi, ce qui est important, c'est savoir qui on est pour incarner le changement qui nous plaît. Le changement, ça ne veut pas dire forcément la reconversion, hein. Tout changement, peu importe quel qu'il soit. C'est ça. Et parfois tout seul, c'est pas faisable et pour le coup, on prêche pour notre paroisse, mais le coaching, c'est vraiment un outil, un espace, un lieu, un tout pour pouvoir aller chercher ça et développer tout ça. Tout à fait. Je ne peux que te rejoindre, Émilie. Bon, du coup, on a fait un bon petit tour de cette question de l'estime de soi. On espère que les auditeurs et auditrices prendront peut-être davantage conscience de ce que c'est, de son importance, de son impact. Est-ce que tu auras envie d'ajouter quelque chose pour conclure ? Vous le valez bien. Voilà, la pub L'Oréal, vous le valez bien. Ça vaut le coup de se poser la question de où on en est d'estime de soi parce que vous le valez bien. Ouais. Et toi, Émilie, ce serait quoi ton mot de la fin ? Mon mot de la fin, bonne question, je m'attendais pas à ce que tu me la poses. Moi, je suis coach. Ouais. Non, mon mot de la fin, ce serait vraiment de prendre le temps de se poser la question, se situer et savoir où on veut aller. C'est ce qui va permettre après, tu vois, tu parlais d'incarner le changement, mais de se dire où est-ce que j'en suis, de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai envie de changer ou pas, et un truc comme ça. Très bien, c'est parfait. Bon Laetitia, je suis trop contente d'avoir fait cet épisode-là. Si les auditeurs et les auditrices ont envie de te retrouver, de te suivre ou même de se faire coacher par toi. Oui, pourquoi pas, avec plaisir en tous les cas. Moi je suis sur Instagram, Laetitia Dalicieux Coaching, même nom pour mon site internet, vous tapez Laetitia Dalicieux Coaching, vous me retrouvez. Sur LinkedIn aussi, tout simplement. J'ai un petit compte Facebook, mais je préfère vraiment le réseau Instagram. Et puis après, libre à vous de me retrouver sur les réseaux et de pouvoir échanger avec plaisir sur le sujet de l'estime de soi ou plein d'autres, mais celui-ci, il me tient particulièrement à cœur. Au plaisir, oui. Laetitia. Merci Émilie pour ce temps d'échange, c'était très riche. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast sur metrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast quand c'est possible. Sur Spotify, vous avez par exemple la possibilité de réagir à la fin de chaque épisode. Si vous appréciez mon contenu et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching, demander une formation, un accompagnement ou faire un bilan de compétences, rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/contact. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et nous parlerons d'analyse transactionnelle. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.